Bienvenue. Donc, c'est le quatrième webinaire qui est organisé par CNRS Formation Entreprise. Et aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un thème qui fait l'objet de préoccupations sociétales, technologiques et scientifiques depuis de nombreuses années, mais qui fait particulièrement écho en cette période où le numérique, le télétravail, le partage de données, les visioconférences ont été accélérés avec la crise du Covid. Pour nous parler de l'impact du numérique sur l'environnement, nous accueillons donc le professeur Éric Rondeau du Centre de recherche en automatique de Nancy. Éric Rondeau, je vous laisse la parole et merci à vous. D'accord, donc merci pour cette introduction et merci aussi pour, l'organisation de cet, événement. Donc, ma présentation s'intitule, «Quel est l'impact des technologies de numérique sur, l'environnement?» et le principal, je dirais l'un des objectifs de cette présentation va être de vous montrer les résultats d'un rapport, qui a été écrit au début, de janvier, 2020. Donc rapport écrit par, l'International Telecommunication Union, qui est en fait un groupe d'experts, internationaux dans le domaine des réseaux et des télécommunications et l'objectif de ce rapport, en fait, c'est de regarder si le secteur du numérique, sera capable de respecter l'accord de Paris à l'horizon 2030. Mais avant, en fait, je voudrais peut-être préciser le contexte et montrer, en fait, les liens entre, le numérique, le monde du numérique et le monde de l'environnement. Et partir peut-être, de la cible, qu'est-ce qu'on cherche, en fait, à faire? Eh bien, on cherche, en fait, à préserver l'écosystème de la planète, et je vous montrerai d'ailleurs à la fin de la présentation comment on peut, par l'analyse, en fait, de l'écosystème de la planète, essayer donc de prendre, les leçons qu'on peut tirer de la nature, pour éco-concevoir, des systèmes numériques. Alors si je reviens, en fait, sur, l'écosystème de la planète, est constitué d'espèces animales, végétales, basé, en fait, sur, l'utilisation de ressources naturelles et un point qui est assez surprenant, en fait, dans cette représentation, c'est qu'on ne voit pas, un des acteurs, qui est l'homme. Alors pourquoi l'homme n'apparaît pas dans un tel contexte? Tout simplement, en fait, parce que l'homme a développé son propre écosystème en créant ses propres moyens de transport, en créant ses habitations, des lieux de loisirs, des systèmes industriels, des moyens, en fait, pour produire de l'énergie et cetera et cetera. Alors mais évidemment, il est évident, en fait, que toutes ces activités humaines vont avoir, un impact direct, sur, l'écosystème de la planète. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas cela qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est, le la montée, en fait, de la digitalisation, de ces systèmes. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de rendre plus de services. On essaye, en fait, de rendre intelligents tous ces systèmes. Donc c'est, en fait, toutes les technologies qu'on utilise, smart transport, smart building, smart city et cetera. Donc l'idée, en fait, c'est de créer de l'intelligence de façon à offrir de nouveaux services pour, les utilisateurs. Alors pour cela, on a besoin, en fait, de 2 éléments. On a besoin, en fait, dans un premier temps, d'un système d'information qui soit efficace et dans un deuxième temps, on a besoin aussi de systèmes de traitement puissants qui vont être capables de créer cette nouvelle intelligence et d'offrir ces nouveaux services. Alors de façon assez, commune, on utilise les termes de cloud et de fog pour, définir, cet environnement. Alors le cloud, qu'est-ce que c'est? C'est, bien tout le système numérique qui va être stocké, dans et centralisé dans des serveurs et dans des data centers, contrairement en fait au fog où l'information sera, disponible localement auprès des personnes en utilisant notamment des objets connectés. Alors si vous regardez sur la figure, bon j'ai essayé de représenter un une ombre, en indiquant en fait que ce cloud et ce fog allait faire ombrage, sur, notre écosystème. Pourquoi? Tout simplement parce que, ce concept, abstrait, en fait, s'appuie sur, l'implémentation et l'utilisation de systèmes physiques, que je vais énumérer dans le slide suivant. Donc on va avoir besoin en fait de serveurs, on va avoir besoin de systèmes de stockage, on va avoir besoin de réseaux de communication, alors des réseaux de communication filaires, des réseaux de communication sans fil. On va avoir besoin ici d'éléments connectés, d'imprimantes et bien évidemment toutes les interfaces, pour les utilisateurs, pour accéder donc, à tout ce monde cloud et fog. Donc les interfaces, ça peut être des ordinateurs, des tablettes, des téléphones et cetera.
Alors j'ai mis aussi sur le transparent une chose, c'est que quand vous concevez des systèmes numériques, bien ces systèmes, numériques ont la tendance fâcheuse à chauffer donc en parallèle, il faut aussi, proposer des systèmes de climatisation qui vont permettre de refroidir, ces équipements numériques. Alors, l'impact, donc j'ai mis en fait une ombre entre Cloudfog et puis l'écosystème. Alors l'impact, alors pour essayer de mieux comprendre, l'impact, je vais prendre quelques chiffres. Donc tous ces chiffres vont être tirés du rapport, que j'ai, énoncé précédemment, donc rapport écrit par, l'ITU et 1re information que je peux donner, ce sont les informations numériques sur ces équipements. Alors là, j'ai une liste en fait d'informations sur le nombre de cartes SIM, le nombre de souscriptions fixes et cetera. On va s'intéresser finalement plutôt à deux éléments. Le premier, c'est le nombre de serveurs, qu'il y a à travers le monde. Alors ces chiffres sont, des chiffres donnés pour, 2015, hein. Donc le nombre de serveurs à travers le monde, donc 43 millions et le nombre d'équipements connectés au réseau, qui est de 13 000 000 000. Donc tout le monde comprend bien que en fait, ce sont des chiffres qui sont, monstrueux et si vous faites une analyse, du cycle de vie de l'ensemble de ces, équipements, eh bien, il va falloir, extraire les ressources de la terre pour pouvoir, construire, ces équipements. Il va falloir les fabriquer, il va falloir les alimenter durant leur, cycle d'usage et puis ensuite, il va falloir faire attention dans la façon de gérer les déchets parce que, notamment tous ces équipements informatiques contiennent des éléments toxiques qu'il va pas falloir en fait disséminer à travers l'air, la terre et l'eau. L'autre chose, donc on voit le terme «alimenter». Donc il y a aussi un autre problème qui concerne donc la consommation d'énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir, utiliser de l'énergie à la fois pour extraire, fabriquer, alimenter et puis démanteler les systèmes. Et donc les chiffres qui sont donnés par l'ITU concernant donc, la consommation d'énergie du secteur du numérique, sont les suivants. Donc ils sont classés suivant, différents types d'équipements. Donc vous avez les réseaux mobiles, les réseaux fixes, les équipements utilisateurs, les data centers. Donc c'est cette consommation exprimée en térawatts et donc vous avez le total, donc pour 2015 de la consommation d'énergie de l'ensemble du secteur numérique qui est de 969 térawattheures. Alors ce sont des chiffres qui sont, difficilement appréhendables. Alors pour, avoir un comparatif, j'ai regardé en fait en 2019 quelle était la consommation d'énergie en France. Donc le chiffre qui est, donné par RTE, c'est 473, térawattheures. Donc si on compare le secteur numérique par rapport à un pays comme la France, on s'aperçoit que le secteur du numérique consomme, le double en fait, d'un pays tel que la France. Donc il va falloir, à nouveau extraire des ressources, de la terre, du charbon, du pétrole, du gaz et cetera pour, cette énergie. Si vous utilisez des énergies renouvelables, bien évidemment, vous allez aussi devoir extraire des ressources de la terre pour pouvoir concevoir des panneaux solaires, pour concevoir, des éoliennes et cetera et durant la phase d'usage, la particularité du monde de l'IT, c'est qu'elle utilise, comme énergie principalement l'électricité. Donc il va falloir en fait convertir, eh bien, l'énergie primaire en, électricité et l'effet en fait que ça va avoir, c'est la conséquence, c'est les fameux en fait, effets à gaz, les émissions de gaz à effet de serre. Donc les chiffres qui sont donnés par, toujours ce même rapport, sur les émissions et gaz à effet de serre, du monde numérique, sont les suivants, donc toujours, catégorisés suivant le réseau mobile, réseau fixe et cetera. Donc l'émission globale, carbone du secteur numérique est de 740 mégatonnes de CO2, alors toujours, en 2015. Donc si on essaye aussi de faire un comparatif par rapport à l'émission, en France, on a, une émission de 441 mégatonnes de CO2 équivalent, pour, 2019. Donc la comparaison, on a toujours en fait ce rapport de 2, donc le secteur numérique, émet 2 fois plus qu'un pays tel que la France. Donc les conséquences, bien évidemment, de ces gaz à effet de serre sont bien connues donc sur, le dérèglement climatique avec tous ces événements extrêmes, que l'on constate, au quotidien et donc, aussi le réchauffement de la Terre. Alors ces conséquences, entre le numérique et l'environnement sont une chose, mais lorsque vous faites de l'éco-conception, il faut aussi, prendre, considérer, l'humain dans le système et pour cela
j'ai rajouté ce transparent qui montre en fait la relation entre le numérique et l'humain. Et donc quand vous faites de l'éco-conception, eh bien, il va falloir, aussi considérer, eh bien, les éléments toxiques, que j'avais mentionnés précédemment. On imagine en fait des employés qui travaillent dans des systèmes de retraitement, ben, il va falloir les protéger par rapport, à ces éléments toxiques, mais vous avez d'autres éléments négatifs, tels que l'émission des ondes lorsque vous faites de la communication sans fil. Vous avez aussi des problèmes d'esthétisme, hein. C'est-à-dire que lorsque vous installez des antennes, dans des paysages, eh bien ça peut en fait, avoir des effets, négatifs, sur la beauté des paysages. Vous avez aussi les bruits aussi à considérer, c'est-à-dire que quand vous, installez un data center, proche, des habitations, eh bien le bruit du data center et notamment donc les bruits relatifs, à la climatisation peuvent être gênants pour les personnes, côtoyant donc proches de ces data centers. Et puis aussi vous avez le gros problème en fait sur, la gestion des données et notamment tout ce qui est, protection de la vie privée. Donc si on essaie de résumer les relations entre le numérique et l'environnement et donc ces impacts, négatifs, on voit en fait que les impacts négatifs sont à la fois sur la terre, l'air, l'eau. Alors l'eau, je ne l'ai pas signalé dans ma présentation. L'eau en fait a un double impact. Peut être considéré selon 2 façons. La première, en fait, pour produire de l'électricité, on peut utiliser bien évidemment l'eau, mais aussi, tous les systèmes de refroidissement, notamment dans les data centers, peuvent utiliser l'eau. Donc tout l'objectif, c'est, bien quand vous remettez l'eau dans la nature, qu'elle soit le plus propre possible. Et puis donc toutes les perturbations directes sur l'homme, hein, comme l'émission ondes radio, nuisances sonores, dégradation visuelle et la protection de la vie privée. Donc là, globalement, c'est un rapide inventaire entre les effets négatifs du numérique sur l'environnement. Dans la suite de la présentation, ce que je vais essayer de on va se concentrer uniquement sur un élément, parce que c'est assez vaste en fait, donc un élément qui est l'émission de gaz à effet de serre. Donc comme je le disais au début de ma présentation, ce que je vais vous présenter, c'est, les résultats d'un rapport de l'ITU qui va regarder en fait si le secteur du numérique sera capable eh bien de respecter, l'accord de Paris. Alors l'accord de Paris, je dirais l'objectif général, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, d'ici 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors par rapport à cet objectif, global, il va y avoir en fait 2 efforts qui vont être demandés à la société. Le premier effort, ça va être un effort, général, sur tous les secteurs d'activité. Donc vous vous rappelez en fait, l'homme s'est créé son propre écosystème avec des moyens de transport, un habitat, une industrie et cetera. Donc l'idée en fait, c'est que tous ces secteurs d'activité, réduisent à horizon 2030, de 50 son émission de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire maintenant si je me mets dans le contexte du numérique, parce qu'en fait aussi cet effort il est demandé au niveau du numérique. Les chiffres que j'avais donnés précédemment, c'était un total de une émission de 740 mégatonnes de CO2. Donc l'objectif, c'est de réduire par 2 à horizon donc 2030 cette émission cette émission carbone. Donc ça, c'est le premier effort qui est demandé pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Le deuxième effort, il est en fait relatif à la décarbonation de l'électricité. Donc il est demandé, aux, producteurs d'électricité de, réduire l'émission carbone lorsque vous produisez de l'électricité. Donc les chiffres qui sont donnés par le rapport, sont les suivants. Donc en 2015, il était constaté que alors là, ce sont des chiffres qui sont donnés au niveau mondial, hein, que, pour produire de l'électricité, en fait, on émet 630 grammes de CO2 par, kilowattheure et il est demandé, en fait, qu'en 2030, on atteigne l'objectif de 200 grammes de CO2, par, kilowattheure. Alors, est-ce que ces chiffres sont, atteignables? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, je me suis amusé, en fait, à regarder le site RTE et notamment donc l'émission carbone pour produire l'électricité de la semaine dernière, donc sur un jour et on voit en fait que les pics observés ici, au maximum, on est à 70 grammes de, CO2 par, kilowattheure. Donc si on regarde 200 par rapport à 70, ça veut dire qu'en fait la France est déjà bien en dessous des, préconisations de l'accord de Paris. Donc ces chiffres sont bien évidemment atteignables. Donc je reviens en fait sur, l'objectif.
L'objectif principal, c'est, est-ce que le secteur numérique va être capable de diviser par 2 son émission carbone? Donc passer de 740 mégatonnes à 370, mégatonnes de CO2. Alors l'étude, je vais vous expliquer un peu globalement le cheminement de l'étude, en prenant un exemple. Donc le rapport divise, la problématique, suivant différents secteurs, donc réseau mobile, réseau fixe, data center, équipement utilisateur et réseau d'entreprise. Et donc pour ça, chacun de ces secteurs, ils vont regarder en fait si on est capable de diviser par 2. Alors la démarche, je vais vous l'expliquer sur, les réseaux mobiles et bien évidemment, en fait, c'est exactement la même démarche qui serait utilisée pour, les autres activités numériques. Donc je prends l'exemple sur le réseau mobile. Alors, sur le réseau mobile, il va y avoir en fait, 2 parties. La première, ça va être une estimation de l'évolution des besoins et des technologies, à horizon 2030. Alors, l'évolution des besoins technologiques, donc dans le domaine des réseaux mobiles, les constats qu'on va pouvoir faire, c'est l'abandon, par exemple, de la 2G, de la 3G, le maintien peut-être, de certains services, de la 4G et une expansion rapide, de déploiement rapide, de la 5G. Donc ça, c'est une première information qu'on va pouvoir, qui vont permettre en fait d'évaluer les futures consommations d'énergie du réseau mobile. Puis vous avez aussi d'autres, critères à prendre en compte. Donc tout à l'heure, on parlait d'objets connectés. On va avoir une multiplication d'objets connectés. Donc l'expansion de l'internet des objets va effectivement accroître, le trafic, sur les réseaux mobiles. Vous avez aussi des communications, machine to machine, donc on peut penser par exemple à tout ce qui est, voiture autonome et cetera. Vous allez avoir énormément de communications qui vont passer entre les véhicules. Donc ça, c'est, je dirais, une analyse par rapport, aux évolutions technologiques. Maintenant, il y a une autre chose qu'il y a à considérer, c'est l'évolution, démographique et donc, en fonction de la croissance démographique, bien évidemment, il va falloir, construire, de nouveaux réseaux, de nouvelles architectures, de nouvelles infrastructures, il va y avoir aussi un nombre d'abonnements qui vont augmenter et voilà. Donc cette évolution, elle est, étudiée et elle est, évaluée et traduite en termes de consommation d'énergie. Et puis vous avez une deuxième partie qui est, l'effort, du numérique. L'effort du numérique, ça veut dire, comment les technos du numérique, vont être capables, bah, de réduire leur impact environnemental. Alors ici, il y a juste deux efforts qui sont mentionnés. Le premier, c'est, envisager une amélioration efficace, sur l'efficacité énergique, donc c'est utiliser en fait des composants, des processeurs, des systèmes radio et cetera qui soient moins énergivores, hein. Et l'autre part, alors là qui est vraiment spécifique au réseau mobile, c'est, éviter en fait l'alimentation des relais, des antennes, par des générateurs diesel. Donc tout cela en fait nous donne, une courbe, de consommation d'énergie et donc on voit, on part en 2015 à, 130, térawattheures pour aboutir donc à 2030 à 170, térawattheures et donc on voit une progression de 30 sur cette période. Alors l'accord de Paris ne se focalise pas sur, la consommation d'énergie, mais se focalise uniquement sur, l'émission carbone. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, une fois qu'on a fait une évolution sur la consommation d'énergie, eh bien, on va traduire cela en émissions carbone et notamment donc, en utilisant la décarbonation, de l'électricité qui va être demandé, par, les producteurs d'électricité. Et là, on voit en fait, chose assez intéressante, c'est que la courbe s'inverse. C'est-à-dire qu'à droite, j'ai l'évolution de la consommation d'énergie, plus 30 et maintenant si j'applique les la décarbonation de l'électricité, on s'aperçoit que, eh bien, entre 2015 et 2030, on a, une réduction de, pratiquement 40. Donc l'objectif, c'est, 50 moins 50. Donc sur le secteur de la téléphonie mobile, on n'est pas à moins 50, mais on a quand même, réduit de façon notable, l'émission carbone. Donc en fait, cette méthodologie, dans le rapport, est, développée sur l'ensemble des secteurs, donc téléphonie mobile, les communications fixes, et cetera, et cetera. Et donc, dans ce rapport, on a une courbe qui est assez intéressante, donc qui agrège l'ensemble des secteurs et qui donne en fait, cette information.
qui est la suivante. Donc en 2015, si on prend tout le numérique, hein, on est à 740 mégatonnes d'émissions de CO2. Et alors, je vais m'intéresser uniquement à la courbe verte. On verra, par la suite la courbe bleue, mais là, je m'intéresse uniquement, à la courbe verte. Et donc on voit en fait que cette courbe verte décroît, heu, suite à la décarbonation de l'électricité. Et on obtient donc en 2030, une émission carbone qui est de 388 mégatonnes de CO2. Donc si on fait en fait, le rapport entre les 740 et 680, on a en fait une réduction d'environ 50, qui indiquerait en fait que le secteur numérique, grâce à la décarbonation de l'électricité principalement, sera capable en fait d'atteindre les objectifs, définis dans l'accord de Paris. Alors ensuite, il y a une autre, comment dirais-je? Donnée qui est intéressante. On reprend la même courbe, mais dans cette courbe, on va, tracer 3 courbes. Donc la première courbe, donc vous avez une courbe grise, une courbe orange et la courbe bleue. Donc la courbe bleue, c'est celle qu'on a vue précédemment, hein. C'est dire, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est, 380 une émission de 388 mégatonnes de CO2. Alors la courbe grise, donc celle qui est au-dessus, indiquerait que, on fait aucun effort. C'est-à-dire aucun effort, sur, les technologies numériques, si on n'applique pas de stratégie, Green IT, et on fait aucun effort sur la décarbonation. Donc là, on obtient ce chiffre de 900, mégatonnes de CO2. Et maintenant, on envisage le cas où, on ne fait pas d'effort sur la décarbonation de l'électricité, mais uniquement un effort, métier, c'est-à-dire sur le green IT. On va essayer en fait de rendre plus efficaces les serveurs, on va essayer on va appliquer des règles de type, cloudification, des règles de virtualisation et cetera, notamment dans les data centers qui vont permettre en fait de réduire la consommation d'énergie. Donc en appliquant toutes ces règles, on s'aperçoit en fait que le gain, il est de 10. Et maintenant, quand je suis sur la courbe orange et que j'applique le facteur décarbonation de l'électricité, on voit en fait qu'on a une réduction de 50. Donc ça veut dire que le secteur du numérique, va bénéficier en fait de facto, de l'effort en fait de la décarbonation de l'électricité. Alors en conclusion sur cette partie, donc le secteur du numérique face aux accords de Paris, quels sont les différents points? Donc on peut constater, je dirais, une sorte d'effet d'aubaine en fait, car le numérique repose essentiellement sur la consommation d'électricité durant sa phase d'usage. Donc ça veut dire que sans appliquer, je dirais, ou même en appliquant enfin, même si on n'appliquait pas en fait des solutions Green IT, je pense qu'on arriverait en fait à atteindre, à respecter en fait l'accord de Paris. Alors après, si on se remet au niveau, national, bah, l'effet d'aubaine n'aura pas lieu en France, tout simplement parce que l'électricité est très peu carbonée. Donc dans ce cas-là, si on veut réduire l'effet, du numérique en France, eh bien il faudra en fait, principalement faire un effort sur, l'écoconception des systèmes numériques. Sachant que si on regarde d'autres, directives et notamment au niveau européen, qui sont beaucoup plus strictes, que celles définies dans l'accord de Paris, donc on peut citer le Shaping Europe's Digital Future. Dans ce rapport-là, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent en fait que, à horizon 2030, on veut en fait la neutralité carbone, à la fois pour les centres de données et les télécommunications. L'autre point aussi qui est important, c'est qu'on a vu que la consommation électrique, ou de consommation d'énergie, continuait à progresser. Donc ça veut dire que si on laisse, les choses dans l'état, bah, la facture d'électricité va continuer à progresser pour, 2 causes. La première, c'est on consomme plus, et on sait aussi que le tarif, de l'électricité va aussi, continuer à progresser. D'où, l'importance en fait, d'essayer de définir des règles, éco-responsables, ou faire de l'éco-conception pour, notamment en fait, réduire réduire comment dire? La consommation d'énergie de l'ensemble de l'IT. Et puis donc le dernier point, c'est
réduire l'émission de gaz à effet de serre, c'est uniquement une des parties, d'une ingénierie, éco-responsable. Donc on a vu, précédemment tous les impacts qu'il y avait entre le numérique et heu et la nature. Heu et avoir, appliquer une ingénierie éco-responsable, c'est pas uniquement se focaliser sur, l'émission à gaz à effet de serre, mais considérer en fait l'ensemble des problèmes, l'ensemble des impacts, à la fois sur, la nature, mais aussi, sur l'humain, comme on l'avait précisé au début de la présentation. Alors après donc j'aimerais bien, dire quelques mots sur, l'ingénierie, éco-responsable et notamment essayer de voir, quelles seraient les stratégies, que l'on pourrait appliquer pour, avoir un cheminement d'ingénierie éco-responsable. Donc là, je passe à un chapitre donc que j'appelle numérique et biomimétisme. Donc l'idée, c'est faire de l'éco-conception numérique en, se reposant en fait sur les principes d'un écosystème mature. Alors qu'est-ce que c'est cette idée en fait? C'est une idée qui est assez ancienne, qui a été développée par, Janine Benyus. Alors Janine Benyus, c'est, elle qui a écrit, je dirais, le livre fondateur, sur tout ce qui est, biomimétisme. Donc c'est un livre qui date, d'il y a 25 ans, donc l'idée n'est pas nouvelle, et dans le dernier chapitre de ce livre, Janine Benyus dit: «Eh bien, si on veut faire de l'éco-conception, ce qu'il faudrait, c'est, pouvoir réunir, autour d'une même table des ingénieurs, de la technique, en fait, à déployer». Donc nous, ce serait des ingénieurs, informatiques et des biologistes, de façon à pouvoir faire de, l'éco-conception. Mais elle se dit, ça va être un petit peu compliqué à mettre en œuvre, en fait, d'avoir toujours des biologistes, au chevet des ingénieurs. Donc, elle proposait la chose suivante, c'est ce qui serait, c'est, eh bien, on va, regarder le comportement d'un écosystème mature, et puis on va essayer d'en tirer des leçons, des grandes leçons qui seront exploitables par les différents ingénieurs, et ces leçons, en fait, devront être compréhensibles par des non-biologistes, des non-spécialistes du domaine de la nature. Et donc c'est les fameuses leçons, en fait, qui sont, que l'on voit sur le transparent, donc que tout le monde peut comprendre, hein. Donc la première leçon, c'est utiliser les déchets comme ressources, se diversifier et coopérer pour exploiter pleinement son habitat, capter et utiliser l'énergie avec efficacité, et cetera, et cetera. Donc on a 10 leçons et l'idée, en fait, ce serait de dire, eh bien, quand on fait de l'éco-conception, eh bien, on va s'appuyer, on va regarder, en fait, si on suit les prérogatives, en fait, données par, la nature. Alors par rapport à ces leçons de la nature, il y a deux points, à mon avis, qui sont assez essentiels, que je vais donner ici. Le premier, c'est que si vous voulez éco-concevoir, eh bien, il va pas falloir en fait se focaliser sur une règle en particulier, mais il va falloir, considérer simultanément l'ensemble des 10 règles. La 1re chose à faire, c'est donc adopter une vision systémique pour être capable en fait, de d'analyser globalement votre système, votre système. Le deuxième point, c'est, la règle optimiser plutôt que maximiser, qui est intéressante parce que quand vous faites de l'ingénierie, bien évidemment, le propre de l'ingénieur, c'est d'être capable de proposer des solutions optimales, relativement donc à un cahier des charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un ingénieur qui travaille de façon très professionnelle, eh bien, de facto, il va avoir en fait une démarche éco-responsable. Alors maintenant, comment utiliser ces différentes règles, de façon, concrète? Alors on s'est amusé, au laboratoire, hein, à regarder comment on pouvait appliquer ces règles dans le cadre d'un data center. Alors évidemment, c'est une étude très, très théorique, hein, qui n'a pas été appliquée. Mais l'idée, c'est de regarder en fait la philosophie, générale, et voir en fait si, ça a un sens d'utiliser ces règles pour éco-concevoir. Alors le constat dans les data centers, si vous lisez, alors il y a comment dirais-je? Un article qui est paru en 2017, qui listait, toutes les métriques qui étaient utilisées au sein d'un data center et notamment donc d'un green data center. Et dans cet article-là, il précisait qu'il y avait plus de 100 métriques qui étaient définies
pour, évaluer un data center. Alors tout le monde comprend bien qu'une centaine de métriques, c'est quelque chose qui est c'est un nombre en fait, trop important et qu'il va être difficile en fait de définir des objectifs clairs par rapport à ces centaines de métriques, et surtout d'avoir une synthèse sur, j'appelle ça la greenitude du data center. Donc nous l'idée c'est de dire on va essayer en fait de simplifier ces 100 métriques et uniquement de s'appuyer sur les 10 commandements les 10 leçons offertes par, la nature. Alors quel est le principe? On imagine en fait, on souhaite comparer, des data centers entre eux, donc là j'ai mis, 3 data centers. D'un point de vue technique, d'un point de vue métier, on va avoir à la disposition des métriques. Et l'idée, ça va être essayer de transformer toutes ces métriques-là, donc uniquement en 10 leçons de la nature. C'est-à-dire pour chacune des métriques, on va regarder en fait, quel va être l'impact ou quelles vont être les préoccupations qui vont être prises en compte par rapport aux différentes leçons délivrées par la nature. Et à partir de ces 10 leçons, il va être simple de les synthétiser de façon à avoir une évaluation globale et de faire, un classement entre les différents data centers. Alors ça, c'est l'idée générale, c'est essayer de simplifier, l'analyse d'un système, data center. Cette approche est, utilisée sur des outils sur des outils mathématiques et notamment donc, sur des outils, de type, multicritères. Donc ici, on utilise, la méthode AHP. Donc là, on voit il va y avoir 2 parties. La première partie donc, sur la gauche, qu'on appelle, bénéfices. Donc on va regarder en fait, quels sont tous les bénéfices apportés, par rapport, aux différentes métriques, des data centers et puis aussi tous les effets négatifs, donc ce qu'on appelle le cost, par rapport aux métriques qui vont être, utilisées dans le data center. Et puis donc on va faire un ratio entre coûts et bénéfices, de façon à avoir une évaluation globale de notre système. Juste pour illustrer, comment ça pourrait être, utilisé, ici on a pris un exemple. Alors je dis, c'est un exemple complètement académique. On imagine en fait, 3 data centers et les 3 data centers utiliseraient les mêmes systèmes de refroidissement, les mêmes systèmes de virtualisation et cetera. Donc techniquement, technologiquement, ce seraient les mêmes. Par contre, la différence que l'on va avoir, c'est leur, implémentation, leur localisation. Donc on imagine en fait un data center, qui est situé en Suède, l'un en Allemagne et l'autre en France et on va en fait essayer de comparer leurs performances. Alors pourquoi on a choisi ces 3 pays? Tout simplement parce qu'on va avoir 2 données, qui vont être, complètement différentes. La première, c'est relatif au climat. Évidemment, en Suède, je dis l'un des problèmes, ça va être, de refroidir les systèmes, donc ça va être beaucoup plus facile, en fait, naturellement de refroidir les systèmes, lorsque vous travaillez en Suède que, en France. Et puis vous avez, en fait, des mix énergétiques qui sont différents dans les différents pays. Donc à partir, de l'analyse, multicritère que l'on a fait, eh bien, l'idée, ce serait d'avoir une représentation de leurs performances, relativement donc, aux leçons définies par la nature. Donc ici, on voit les leçons donc, qui sont, heu, définies ici. Donc plus vous êtes excentré, plus le système est performant. Donc après, vous allez pouvoir faire une analyse par rapport, aux différents commandements, savoir si vous êtes, plus ou moins bon et corriger en fait, les différents problèmes. Et à partir, du résultat global qu'on va pouvoir synthétiser très simplement pour faire en fait une analyse, bénéfice-coût, pour avoir en fait un ranking, un classement entre les différents data centers. Donc là ici le résultat est relativement évident puisque c'est la Suède, qui va arriver en premier, dans la mesure où, pour refroidir les systèmes, ce sera beaucoup plus, simple et puis aussi parce que ils utilisent en fait beaucoup l'hydraulique, pour, générer de l'électricité. Alors cette, technique, nous on l'a utilisée dans le cadre des data centers, mais, elle pourrait être appliquée dans d'autres cadres, dans d'autres types, d'ingénierie. On pourrait très bien imaginer que ces leçons de la nature pourraient être utilisées comme une sorte, d'espéranto universel, permettant en fait, d'éco-concevoir des systèmes, non pas uniquement dans le domaine du numérique, mais aussi dans d'autres domaines. Alors, en conclusion, donc, on a vu les différents impacts négatifs
du numérique sur l'environnement. On a vu un rapport, qui est assez, optimiste, par rapport, au secteur numérique, suivant l'accord de Paris. Et puis donc, je vous ai présenté une démarche, d'éco-conception basée sur, l'analyse, comportementale de la nature. Alors, il faut quand même toujours avoir, à l'esprit, 2 choses, hein, lorsque vous faites de l'éco-conception. C'est et notamment dans le secteur du numérique, c'est que dans le secteur du numérique, pourquoi on cherche à, rendre intelligent, c'est ce qu'on a vu au début de la présentation, des différents secteurs de l'activité, donc utiliser les fameux smart cities, smart home, smart, transport et cetera. Tout simplement en fait, avec, comme volonté de rendre plus propres tous les secteurs de l'activité humaine. Donc, il y a un effet non pas uniquement négatif du numérique, mais positif, parce qu'on va essayer en fait, de rendre plus propres les activités humaines à travers, eh bien, à travers des algorithmes des algorithmes puissants. Et puis l'autre chose, qui est importante aussi à considérer, c'est, eh bien, le numérique aussi apporte, beaucoup de loisirs, enfin beaucoup de plaisir, aux personnes, puisqu'ils offrent en fait la possibilité d'écouter de la musique, de faire des jeux vidéo et cetera et cetera. Donc la notion plaisir aussi est très importante, hein, lorsque vous faites, de l'éco-conception. Voilà globalement ce que je voulais vous raconter, aujourd'hui. Merci beaucoup, Eric Rondeau, pour cette présentation qui n'est pas évidente parce qu'elle aborde un sujet qui est très complexe, multifactoriel et qui fait appel à de nombreuses disciplines. Alors, vous êtes professeur en informatique, réseau, système, qui est un point très essentiel vraiment de cette approche-là, bien qu'on sait bien que l'approche des ressources, donc vraiment écologique, voire même géologique, environnementale, économique, c'est vraiment des sujets qui font appel à de nombreuses disciplines. Donc, on a des questions qui élargissent là-dessus. Donc, on va peut-être essayer de les aborder, même si c'est pas évident d'avoir une réponse unique, on le sait bien, parce que ça fait l'objet de débats, de discussions, de controverses aussi. Donc, on a conscience qu'aborder ce sujet en une demi-heure n'est absolument pas exhaustif et voilà, que Eric Rondeau a pris le temps d'aborder un sujet vraiment qui fait l'objet de ses recherches, à savoir plutôt l'aspect réseau, système, optimisation, avec cette partie très intéressante sur le biomimétisme. Donc, encore merci à Eric. On va passer à quelques questions. Alors, peut-être une question générale par rapport aux chiffres globaux que vous aviez annoncés en début de webinaire. Alors, j'ai passé à l'affichage des questions. Au niveau des sources, on nous demande si les rapports que vous citez, notamment ITU, vous pourriez détailler, sont-ils disponibles? Ce sont des données ouvertes, trouvées sur le web? Oui, tout à fait, donc c'est des rapports qui sont disponibles sur alors, l'ITU donc c'est un groupe un groupe, de standardisation dans les télécoms et réseaux et donc toutes les données sont disponibles. Je pourrais vous donner les références, par la suite, pour accéder à toutes ces informations. Donc je me suis concentré uniquement, à donner des chiffres par rapport à ce qui est donné dans ces rapports, parce que tout simplement sur internet, on trouve tellement de chiffres, c'est toujours un peu compliqué de voir la véracité de tous ces chiffres. Donc l'idée c'est, de vous avoir présenté aujourd'hui que des chiffres proposés par cette communauté. Juste une petite précision que je ne vais pas afficher. Une participante de me demander si le terme que vous utilisez, c'était bien green, vert, IT pour les technologies d'information. On parle aussi de green ICT, le C? Oui, Green IT. Alors le C, ça veut dire, on intègre la communication à l'intérieur, D'accord. mais oui, c'est exactement la même chose. Green Donc, en IT, Green français, les ICT, fameux TIC, et les technologies mais en France, d'information on et de la dit communication. oui, Ouais. en français, on dit écotique, hein. Écotique, Voilà, voilà, c'est le écotique terme qui est qui est vulgarisé. retenu. Mmh. Alors, vous avez beaucoup parlé des métriques. Quelques questions qui nous proposent de détailler cette partie-là. Qu'est-ce qu'une métrique? J'enchaînerai sur une autre question qui va dans le même sens. Alors, j'appuie tout de suite.
Les 10 commandements sont-ils finalement des familles de métriques ou un simple regroupement de familles de métriques par grand thème? Donc il y a eu quelques intérêts à développer cette partie-là. D'accord, oui. Alors, sur les métriques, il y a quelque chose qui est assez essentiel, en fait, c'est quand vous faites de l'évaluation et notamment, vous évaluez un un système par rapport à des critères environnementaux, c'est d'avoir, des indicateurs, donc des métriques qui vont permettre de dire, eh bien, est-ce que le système est meilleur, moins bon, et cetera. Heu, alors du coup, parce que souvent lorsqu'on évalue un système, on manque de mesures, de métriques, d'accord, hein. Là, pour le coup, on on en a énormément, en fait. Donc on a ce genre d'informations. Alors, le problème que l'on a, c'est lorsque vous avez énormément donc on a énormément de métriques et des fois, on a des métriques qui sont contradictoires, hein. Donc l'idée, en fait, c'est quand vous avez une métrique, c'est essayer de l'optimiser, d'accord? Donc vous imaginez, en fait, vous êtes en train de vouloir, optimiser l'indice, d'énergie renouvelable. Vous voulez, en fait, dire: «Bah, voilà, je veux être très bon en énergie renouvelable». Heu Donc vous allez privilégier, eh bien, les panneaux solaires, les systèmes éoliens et cetera. Mais après, si vous avez une autre métrique qui est sur l'émission carbone, ben, on a un petit souci, c'est que quand vous utilisez de l'énergie, nucléaire, eh bien, cette énergie est moins carbonée que, pour les panneaux solaires. Donc en fait, on va avoir une sorte de contradiction entre, par exemple, ces 2 métriques. L'une, si vous forcez sur l'énergie renouvelable, vous risquez en fait d'augmenter la part d'émissions carbone, hein, parce que vous ne voulez pas utiliser du nucléaire et inversement. Donc le problème de cette, diffusion de métriques, c'est, des métriques qui vont être contradictoires, hein, et quand vous voulez faire une optimisation, vous ne savez pas en fait dans quel sens il faut aller. Alors pourquoi on utilise les 10 commandements? Là, je vois en fait ces les fameux commandements. Bien évidemment, ce sont aussi des métriques, mais l'idée en fait, c'est que ces métriques, elles vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire que lorsque, vous allez, vous préoccuper, optimiser ou, oui, vous allez prendre en compte ces métriques, eh bien vous allez, toujours dans le même sens. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cet aspect de contradiction. D'accord. Peut-être qu'on peut les remontrer ces 10 commandements parce qu'ils ont quand même un impact, important. Je sais alors Voilà, ici. Donc, sur les métriques, donc, globalement, elles sont assez simples à comprendre. Donc utiliser les déchets comme ressources, c'est je veux dire, c'est les grands classiques, en fait, des des préconisations, écologiques, hein. Utiliser les déchets comme ressources. Donc, vous imaginez dans un data center, vous générez il faut climatiser, mais il y a peut-être une autre solution, c'est, utiliser la chaleur émise par les serveurs pour réchauffer des piscines qui se trouvent, au voisinage, hein. Donc on utilise des déchets d'un data center, pour réchauffer des piscines, hein. Se diversifier et coopérer pour exploiter, pleinement son habitat, capter, utiliser l'énergie avec efficacité, donc ça c'est quelque chose qui est simple aussi. Donc je disais tout à l'heure optimiser plutôt que maximiser. Donc ça, c'est vraiment, très important, notamment dans le domaine de l'ingénierie. C'est-à-dire que je vous ai dit que si vous travaillez proprement, si vous êtes professionnel dans votre métier, forcément, en fait, vous avez, de facto vous allez dans le bon sens en termes écologiques. Donc utiliser les matériaux avec parcimonie, ne pas souiller son nid. Donc ne pas souiller son nid, c'est ne pas polluer, hein, tout simplement, ne pas épuiser les ressources. Alors il y en a une là, c'est par exemple se nourrir, d'informations. Donc se nourrir d'informations, ça fait référence à des architectures, par exemple, à des structures, par exemple, des mises en place d'écoparcs. Donc l'idée, en fait, c'est de créer un tissu informationnel entre les différentes entreprises, de façon locale pour, bah, encore optimiser les échanges, entre, entre les acteurs. alors cette approche biomimétique, fait l'objet de plusieurs questions. Alors on nous demande, alors pouvez-vous donner un autre exemple d'application du biomimétisme plus lié alors au numérique et pas à l'électricité, même si je pense que vous avez abordé, les 2, en concomitance. Donc est-ce qu'il y a d'autres exemples, peut-être, une inspiration biomimétique sur l'optimisation des systèmes numériques? Oui, bah, alors plus classiquement tout à l'heure, on parlait qu'il fallait en fait, pour traiter toutes les données, le fameux big data.
d'algorithmes puissants et ces algorithmes puissants sont, basés sur, l'intelligence artificielle. Donc globalement, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une imitation de la nature pour, traiter plus efficacement des données. Nous, en optimisation, on utilise aussi, des algorithmes basés sur, des algorithmes génétiques, par exemple. Ça aussi, c'est issu, en fait, de la recopie d'un comportement, naturel. On utilise aussi, par exemple, le on appelle ça les algorithmes de la fourmi, c'est-à-dire qu'on va regarder le comportement des fourmis pour aller à la conquête, à la recherche de nourriture et utiliser en fait ces principes-là, par exemple pour faire du routage au niveau de internet. Donc il y a d'autres exemples, hein, que l'on peut trouver, qui permettent, qui peuvent être utilisés pour optimiser des systèmes numériques. Très bien. Alors, je vais venir à un sujet où nous avons plusieurs questions comment dire, qui vont dans le sens de s'interroger sur donc l'évolution toujours croissante du numérique, qui doit peut-être aussi euh, euh, aller dans le sens peut-être d'une réduction des usages aussi. Donc, il y a peut-être un aspect sociétal assez complexe. Donc, j'ai sélectionné une question que je vais afficher. Donc, si on prend pour point de départ que la production représente une fraction d'au moins 50% du tout carbone, la question n'est peut-être pas de se limiter sur son utilisation Internet, oui, mais plutôt d'éviter les changements de technologie. Bon, c'est vrai que ça fait débat, passer du 4G au 5G, car cela demande de modifier tous les équipements. Alors, peut-être, je vais vous laisser la parole, mais est-ce qu'il y a, passer du 4G au 5G, justement, ça permet peut-être aussi d'optimiser la consommation. Donc, le sujet est plus complexe que ce qu'il ne paraît, quoi. Il y a les équipements, mais il y a la limitation de la consommation. Mmh. Alors après, est-ce que c'est intéressant de limiter les usages, en fait? C'est la question qu'on peut se poser, hein. C'est-à-dire que si on prend la 5G, quel est l'intérêt? Ça va être, de pouvoir intégrer les nouveaux usages face, à l'internet des objets. Or l'internet des objets, si on regarde bien, ça va être quand même très intéressant à utiliser pour pouvoir en fait, rendre plus propres certaines activités humaines. Heu, donc l'évolution des technologies, effectivement, on peut rester, à la 2G, à la 3G et puis ne pas évoluer. Mais peut-être que cette évolution à la 5G va permettre en fait d'offrir de nouveaux services et permettre aussi, de réduire l'impact de nos activités dans d'autres domaines, en fait. Donc je pense notamment donc à toutes les applications qui tournent autour de l'internet des objets. D'accord. Alors, nous avons eu quelques questions aussi sur les usages individuels. Pourriez-vous donner des recommandations en termes d'usage individuel? Quel est par exemple l'impact des courriels, peu ou pas utiles, des signatures trop lourdes sur un autre registre, l'impact de regarder un film en VOD, en streaming plutôt que louer un DVD? Moi, je suis pas trop dans ce type de préconisation. Je pense qu'il faut que ça reste quand même, comme je disais, dans ma conclusion, un plaisir. C'est-à-dire que quand vous avez un gamin, surtout en période covid, qui veut faire du gaming, c'est un gamer fou, bah, laissons-le un peu s'éclater en fait à utiliser ces technos, hein. Heu, alors après, on pourrait toujours se dire, on veut rendre toujours on dit en fait que le numérique va rendre, des applications, de plus en plus intelligentes, de façon, il va permettre en fait de rendre plus propres, ces activités. On pourrait imaginer aussi, d'avoir des algorithmes, automatiques, qui permettent, de faire, du tri dans vos photos, du tri, dans vos emails et cetera, pour réduire, votre impact personnel sur l'environnement, d'accord? Donc pourquoi ne pas avoir en fait des procédures automatiques plutôt que de donner des consignes aux utilisateurs, pour faire, telle ou telle chose, hein? Je vois ça plutôt comme ça, en fait, hein. Alors peut-être pour juste préciser ça, on nous demande en quoi l'IoT, donc l'Internet des objets, Mmh. rend ou pourrait rendre les activités humaines plus propres. Alors moi je vous expliquais de petits projets qu'on a actuellement peut-être, hein, autour de l'IoT. Alors même 3 projets en fait, donc on en a un sur,
La surveillance des oiseaux migrateurs. Donc là, on travaille actuellement avec des universités algériennes, hein, où on essaye en fait d'observer on veut surveiller l'écosystème d'un lac, donc le lac d'Annaba, notamment l'évolution des oiseaux migrateurs et donc pour éviter, d'avoir, comment dirais-je? Un repérage manuel qui est un peu fastidieux, l'idée c'est d'utiliser des techniques, basées sur l'internet des objets, couplant en fait son et caméra de façon à détecter automatiquement détecter automatiquement l'arrivée ou le départ de ces oiseaux migrateurs. Donc ça, c'est un objet qui est, un projet qui couple à la fois environnement et IoT. On a aussi, d'autres projets, qui consistent, à, décarboner, des maisons. Donc là, on s'amuse en fait à rendre intelligents des batteries qui vont stocker de l'énergie accumulée par des panneaux solaires, hein. Et cette intelligence va nous permettre, à faire un choix sélectif entre est-ce que je vais, ponctionner de l'énergie, sur, le grid, donc offert par EDF, ce sera en France, ou alors, par, nos panneaux, par les panneaux solaires, hein, avec une fonction qui est le taux d'émission carbone. Et donc en fonction de cet algorithme-là, eh bien, on va utiliser ponctionner sur la batterie ou non. Heu Donc ça, c'est basé aussi sur l'internet des objets, puisqu'en fait, on va, disposer à l'intérieur de l'habitation, différents capteurs qui vont communiquer ensemble, qui vont communiquer aussi avec le cloud pour avoir des informations sur la météo et cetera. Et donc toute, cette installation, alors nous, on a déjà des premiers résultats, hein, qui nous donnent que, ce petit algorithme-là permettrait de réduire de 5 l'émission, carbone, d'une maison. Donc il y a plein d'exemples comme ça. On a aussi un autre exemple, sur lequel on a travaillé où, donc on a travaillé avec des chimistes qui travaillaient sur les capteurs de formaldéhyde et donc, avec eux, donc on a intégré leur capteur de formaldéhyde autour d'une architecture internet des objets pour pouvoir déployer, cette installation dans les habitations de façon à mesurer le niveau de capteur de formaldéhyde dans une maison. Donc voilà en fait, des exemples assez concrets de l'usage de l'IoT, en faveur de l'environnement. Technologie pour participer aux mesures et à l'optimisation. Alors, vous parliez de consommation ou cycle de vie complet pour le bilan carbone. Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a eu plusieurs questions, Mmh. globalement sur qu'est-ce qu'on entend sur le cycle de vie et qu'est-ce que cela impacte? Donc peut-être qu'on peut se baser sur la Slido pour développer cette dimension-là. Les chiffres qui sont donnés ici, considèrent, non pas uniquement la phase d'usage, parce que souvent, en fait, on pourrait parler que de la phase d'usage, c'est-à-dire vous allumez votre ordinateur, ça consomme, mais là, prennent bien en compte, l'ensemble du cycle de vie, c'est-à-dire, la fabrication des éléments, quelle est l'énergie que l'on va consommer pour fabriquer les éléments, pour pouvoir les transporter jusqu'aux utilisateurs final, pour pouvoir les utiliser et cetera et cetera. C'est, des chiffres qui prennent en compte, l'ensemble du cycle de vie de chaque équipement, en fait. D'accord. On nous demande, est-ce que vous avez, d'autres recommandations de lecture ou de sites, ce qui autres que le livre de Janine Benyus, sur, l'approche biomimétique? Alors il y a aussi le fameux livre sur l'économie circulaire, hein, Mmh. de Brungard, hein, qui est intéressant et qui reprend, une chose aussi assez intéressante, c'est-à-dire que dans Janine Benyus, on voit aussi cette coopération entre biologie, et technologie et cette chose-là, enfin cette perspective-là, on la revoit aussi dans l'économie circulaire où, vous avez tous les principes de nutriments, donc le nutriment, technologique et biologique, on le retrouve en fait. Donc c'est aussi des lectures qui sont assez connexes, intéressantes, dans le domaine. Très bien. Donc, vous pouvez redire le nom de l'auteur que vous avez cité? C'est, Brongard, Braungart. ouais. D'accord, bon. Enfin, il y a c'est donné de oui, enfin, c'est sur l'économie circulaire, en fait et je sais pas On va comment essayer ça d'être plus s'écrit, précis. mais ouais. Très bien, non, mais c'est en tout cas, c'est des sujets, Mmh. qui font l'objet d'une certaine littérature très intéressante. Alors, je vais terminer par, quelques questions d'ordre général sur quelles sont les possibilités de recyclage des outils numériques, donc le hardware
j'imagine. Mmh. Je rappelle eu avoir des discussions avec des gens de chez Cisco qui, donc essayaient d'appliquer des techniques d'économie circulaire, pour le matériau et qui, donc ça date d'il y a 3-4 ans et qui disaient en fait qu'ils étaient capables de, recycler, une fois, d'accord, l'ensemble des équipements pour avoir de nouveaux équipements. Donc ils avaient ce rapport-là en fait. Très bien. Beh, écoutez, merci beaucoup à Eric Rondeau de cette présentation, d'avoir, essayé de répondre à ces différentes questions qui, encore une fois, sont très la question en soi est très complexe et fait l'objet de champs de recherche et d'approches, vraiment très différentes. Donc, c'est peut-être difficile d'avoir non seulement réponse à tout, personne ne le peut évidemment, mais sur ce sujet qui est très interdisciplinaire, on a eu peut-être aujourd'hui un éclairage sur peut-être un point qui n'est pas celui qui est le plus médiatisé, donc à savoir l'optimisation des systèmes et l'approche voilà, par un réseau biomimétique qui est peut-être quelque chose qui complémentaire à ce qu'on peut entendre sur d'autres sources. Donc, merci à vous tous. Vous avez été plusieurs centaines, à presque 300, à écouter ce webinaire. Merci à Benoît Faury, Samantha Duguay-Fanti qui étaient dans le back-office pour s'occuper de tout ça, toute l'organisation. Edith Wimar également nous a aidé à la préparation de ce webinaire. Merci beaucoup, Eric Rondeau. Donc, nous vous souhaitons à tous une bonne journée et vous recevrez les annonces pour les futurs webinaires qui seront organisés par CNRS Formation Entreprise.